Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième et dernière journée de notre e-mondial CCE 2021. Alors, nous avons évoqué la transformation, la responsabilité de nos entreprises et aujourd'hui, place aux échanges et aux nouvelles recettes du succès. Mais pour l'heure, vous avez un nouveau message, celui de Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. On le regarde. Monsieur le Président, cher Alain Bentéjac, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de pouvoir vous adresser ces quelques mots à l'occasion du mondial des CCEF qui met à l'honneur les 4500 conseillères et conseillers du commerce extérieur. Véritables experts de l'international au service du développement de la France depuis plus de 120 ans, vous êtes présents dans toutes les régions de France et dans plus de 150 pays. Je suis d'ailleurs toujours heureux de vous rencontrer lors de mes déplacements dans les régions comme à l'étranger. Votre expérience et vos connaissances nous sont indispensables dans l'internationalisation de notre économie, dans la promotion du développement à l'international des entreprises et bien sûr dans le soutien que nous leur apportons. Un mot à l'attention de toutes les conseillères CCEF. Elles sont de plus en plus nombreuses. Nous sommes passés de 10% de femmes CCEF en 2010 à plus de 20% aujourd'hui. Nous devons continuer à œuvrer et à redoubler d'efforts pour plus de parité au sein des CCEF, comme d'ailleurs dans l'ensemble de nos entreprises, particulièrement à l'international. Les CCEF ont toujours été au rendez-vous pour faire évoluer et renforcer nos capacités à l'export. Vous avez ainsi apporté votre contribution il y a 3 ans au moment de la création de la Team France Export qui constitue l'un des pivots de la stratégie gouvernementale pour le commerce extérieur de la France. Une nouvelle fois, et alors que la crise sanitaire et économique nous frappait de plein fouet, vous avez su répondre présent dans l'élaboration et le déploiement du volet export de France Relance. Et je compte sur vous pour que les débats d'aujourd'hui nous donnent de nouvelles idées pour nous adapter à l'ère post-Covid, pour aider les entreprises à exporter à l'heure du numérique, pour mieux prendre en compte les intérêts de nos acteurs économiques dans la régulation de la mondialisation. En bref, pour construire un environnement encore plus favorable au développement d'une culture de l'export et de l'international dans le tissu économique français. Au-delà de votre rôle bien connu et essentiel à l'étranger, vous êtes aussi présent en France, dans chacune de nos régions. Comme vous le savez, je suis très attaché à ce que notre culture de l'international se construise d'abord dans nos territoires. Je suis persuadé que votre implication dans la Team France Export, sous l'égide des exécutifs régionaux, est un atout considérable pour renforcer notre efficacité collective. Car pour repartir sur les marchés étrangers, nous devons continuer de renforcer la dynamique et la cohésion de la Team France Export, qui rassemble sur le terrain les régions, les chambres de commerce et d'industrie, Business France, BPI France, vous, les conseillers du commerce extérieur, ainsi que les entreprises privées d'accompagnement à l'international. On ne change pas une équipe qui gagne. Et je veux aussi vous redire que les CCEF sont à mes yeux des acteurs essentiels dans la promotion de l'attractivité de notre pays. Je le constate à chacun de mes déplacements dans nos territoires comme à l'étranger. De ce point de vue, les résultats sont au rendez-vous. 1 an après le début de la crise sanitaire, la France demeure attractive pour les investisseurs étrangers. Tant la perception que le nombre des projets reçus le prouvent. Je tiens à saluer le travail des CCEF pour contribuer à la réflexion sur notre stratégie et faire connaître nos atouts auprès des investisseurs du monde entier. La 8e édition de l'indice d'attractivité des territoires, des CCE, témoigne de cet engagement constant. Et je sais que nous pouvons faire encore davantage ensemble, au service de nos ambitions communes pour notre pays. Enfin, je souhaite saluer plus particulièrement l'ensemble des actions que vous menez en faveur de la formation de nos jeunes, en apportant vos connaissances et vos expériences aux établissements de formation en France, mais bien sûr aussi à l'international. Vous le savez, le gouvernement est mobilisé pour la jeunesse. Et le chèque VIE pour les volontaires internationaux en entreprise fait partie des mesures phares du plan France Relance. Je saisis également cette occasion pour saluer la création d'EFE International, initiative à laquelle j'avais apporté mon soutien à l'occasion des 20 ans du VIE et qui permettra à certaines entreprises françaises à l'étranger d'embaucher, elles aussi, un VIE. Depuis la semaine dernière, les conditions de déploiement des jeunes volontaires ont été assouplies. C'est une bonne nouvelle et j'espère que nous pourrons aller encore plus loin dans les prochaines semaines. Je souhaite une nouvelle fois vous remercier, toutes et tous, pour votre engagement et votre mobilisation. Très bon mondial des CCEF, à très bientôt.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre message et pour vos encouragements. Depuis le début de ce mondial, vous l'avez constaté, nous vous faisons découvrir les talents des CCE. En effet, nous vous avons demandé, si vous en étiez d'accord, si vous le souhaitiez, de réaliser une vidéo d'1 minute sur votre entreprise et sur vos réussites. Merci pour tous ceux qui nous ont posté leurs merveilleuses vidéos. Et tout de suite, on part à la rencontre de Géraud de Latulé, un Auvergnat, installé à Shenzhen, en Chine. Il nous présente sa société Intolog. Regardez. Bonjour à tous, je m'appelle Géraud de Latulé, je suis le cofondateur d'une société de logistique qui s'appelle Intolog. Donc bienvenue à Shenzhen, ville au cœur de la Greater Bay Area, un peu la Silicon Valley de Chine. Chez Intolog, nous comptons environ 150 collaborateurs et nous travaillons principalement sur 2 flux via nos 2 grands hubs logistiques. Des entrepôts dans la région de Shanghai, au cœur d'un bassin de consommation gigantesque, et bien sûr des entrepôts à Shenzhen, au cœur de cette fameuse Greater Bay Area qui compte environ 85 millions d'habitants et qui est également aux portes de l'Asie. Chez Intolog, 50% de notre activité consiste à faire de la distribution de logistique de marques françaises ou de produits industriels, donc principalement qui viennent d'Europe, destinés à être vendus sur le marché chinois mais également sur tout le marché asiatique. L'autre moitié consiste plutôt à faire de l'export, donc l'export vers la Chine, vers l'Europe, pour le compte d'importateurs ou de distributeurs, retailers français. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Géraud, pour cette belle entreprise. On vous souhaite beaucoup de succès. En parlant de succès, eh bien aujourd'hui, on va s'y intéresser à ces nouvelles recettes pour y parvenir avec le mondial des échanges. Alors, il semblerait que la mondialisation basée sur le libre-échange et le multilatéralisme soit dépassée. Le monde économique fonctionne dorénavant avec les grandes puissances politiques de chaque pays et chacun cherche à se protéger plutôt qu'à se développer. De nouvelles opportunités sont donc à saisir et pour comprendre, pour agir, le réseau des CCE n'a jamais été aussi légitime. Dans quelques instants, nous lancerons notre première table ronde sur ces nouvelles donnes qui challengent nos entreprises françaises à l'international. Mais tout d'abord, je voulais vous dire que c'est un plaisir de voir vos visages sur tous les écrans dans ce studio, parce que je me sens un petit peu seule. Bon, nos intervenants vont bien sûr arriver. Je voulais vous remercier d'être tous là avec nous. Alors que vous soyez un petit peu timide ou que vous vouliez passer incognito, merci si vous le souhaitez de vous connecter à votre caméra, parce que finalement, votre présence, même à distance, est très importante pour nous. Vous pouvez aussi nous poser vos questions, poster vos commentaires sur la plateforme dédiée en les écrivant tout simplement, ou via Zoom en interagissant avec nous en direct. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite, je pense, de l'écran, qui veut dire lever la main, et un opérateur prendra contact avec vous pour vous préparer à cette intervention en direct. Donc, on compte sur vous pour réagir. Et tout de suite, place à notre première table ronde. Exporter à l'ère du numérique marketplace, s'internationaliser grâce au web. That is the question. Avec la montée en puissance d'Amazon, l'émergence de nouveaux business models, les entreprises investissent plus que jamais dans l'expérience client, la gouvernance des données et l'hyper-targeting. Et le numérique ne cesse de redéfinir les règles du jeu. Alors, comment trouver sa place dans cette jungle numérique? La crise sanitaire l'a-t-elle rendu le e-commerce incontournable? Et puis, comment exporter à travers les plateformes? Nos invités nous donneront leur vision sur le sujet. Mais avant, petit tour de la planète et des médias en images, c'est le zapping. On va parler du commerce en ligne qui sera sans doute le grand gagnant du confinement. Les commerçants et la grande distribution en sont en tout cas ce matin convaincus. La première tendance, c'est le client sera frugal. On parle de frugalité, d'intérêt pour la simplicité, d'intérêt pour le prix, pour la bonne affaire. La distanciation physique qu'on a subie aujourd'hui et qu'on subit toujours un peu depuis le début de cette crise sanitaire, c'est un peu le modèle économique finalement des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. C'est-à-dire que si nous pouvions constamment vivre la vie derrière un écran, ce serait un peu leur vie rêvée puisque c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. On rappelle que ces entreprises fonctionnent sur le temps d'attention qu'on offre à nos écrans, un temps d'attention qui est donc monétisé. La
pratique d'Amazon qui est visée, c'est la pratique qui consiste à collecter les données des entreprises clientes pour pouvoir connaître parfaitement les clients et fabriquer des offres estampillées Amazon qui sont concurrentes et préférentielles par rapport à celles des entreprises clientes. L'usage ou du mésusage de la donnée numérique, c'est aussi, et c'était important pour la section de le prendre sous cet angle, c'est aussi sous l'angle de la gouvernance, de la protection des libertés publiques et individuelles et des conditions d'équité de l'exercice de l'activité économique. Attention de ne pas résumer cette histoire à Amazon le grand gagnant. C'est certain qu'Amazon se porte très bien. Les profits ont été multipliés par 3 au troisième trimestre de cette année comparé à 2019. Mais j'ai envie de dire Amazon en France, quand il y a 100 achats de vente en ligne, ce n'est que 20 € sur les 100 €. Il y a quand même plein d'autres acteurs comme Cdiscount, comme VP ou encore Le Bon Coin. Alors effectivement, le premier qui est peut-être le plus transformant pour l'économie du numérique, qui est vraiment, je pense, une étape historique dans la régulation de la concurrence sur le numérique, vise en fait à faire en sorte que ces entreprises qui sont devenues quasiment monopolistiques ou oligopolistiques puissent être régulées par le régulateur, qu'on puisse mettre fin à un certain nombre de pratiques. C'est pas un peu le combat de David contre Goliath, l'Europe qui met le holà face à l'irrésistible ascension des GAFAM? Est-il possible de brider ces géants du numérique? Seront-ils davantage demain encore ordonnateurs de nos consciences et de nos habitudes de consommation? Eh bien, nous allons parler de tout ça et plus encore avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en plateau Mathieu Borgé. Bonjour. Vous êtes cofondateur de foodgates.com. Soyez le bienvenu. Merci. Nous avons également David Bavrez, CCE, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont le petit dernier, Chine Europe, le grand tournant, aux éditions Le Passeur. Bonjour, merci d'être également avec nous. Et puis en duplex, nous sommes connectés avec Enrique Martinez, directeur général Fnac Darty. Bonjour Enrique, merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Et Pascal Cagny, CCE, président du conseil d'administration de Business France. Bonjour Pascal Cagny, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, voilà, les duplex fonctionnent, nous vous entendons très très bien et puis on va bien sûr démarrer cette discussion. Je voulais simplement vous dire que vous pouvez retrouver les biographies complètes de tous nos intervenants sur le programme du e-mondial. Pascal Cagny, j'aimerais qu'on démarre avec vous cette table ronde. Business France accompagne les entreprises françaises à l'international et les entreprises étrangères pour leur investissement en France. On va parler de toutes ces actions, mais avant cela, j'aimerais avoir votre point de vue sur ces nouveaux paradigmes. Et comme vous le savez, je suis un enfant de la technologie et donc ce paradigme qui nous conduit à être là en chambre aujourd'hui, c'est se poser la question de savoir quel est le rôle des plateformes. Et là, j'aimerais plutôt que vous faire un long laïus, simplement vous mentionner que chaque jour sur Amazon, dont on vient de parler, vous avez 1000 nouveaux, ce qu'on appelle merchants, c'est-à-dire commerçants, et c'est-à-dire c'est une masse incroyable d'activités qui est faite. Le deuxième chiffre que j'aimerais partager à mes compères de cette table ronde que je salue, c'est que vous avez aujourd'hui aux États-Unis non plus le marché américain, mais le marché Amazon plus Walmart. Les deux ensemble représentent pratiquement 1 $ sur 5 de produits ou de dollars qui s'échangent. Donc quand vous êtes en face de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire, j'ai horreur de ce thème d'oligopole ou de monopole, mais simplement des mastodontes qui réussissent très bien, parce qu'ils ont à la fois le talent, le succès et la technologie. Il faut nous se poser la question français, avec nos 66 millions d'habitants, et nous, Business France, qui avons aujourd'hui plus de 12 000 entreprises que nous conseillons pour l'export, comment on tire parti de ce changement de paradigme massif et comment on joue avec ces nouvelles règles du jeu. Il se trouve que la beauté de ce Covid nous a obligés à accélérer nos transformations. Rappelez-vous, Business France, c'est en fait le support de plus de 150 salons faits en présentiel historiquement. C'est aussi la gestion de près de 10 000 VIE. Eh bien, en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on a essayé de changer tout cela et de faire en sorte que, oui, vous puissiez avoir une vitrine pour, par exemple, les vins et spirits de France, où on puisse continuer à faire du commerce international, présenter nos merveilleux produits et le faire via le numérique. Donc, ce qui est en cause, c'est comment, on se réforme et comment on tire parti de ce que les Alibaba, mon cher David, ce que les
Amazon, mon cher Enrique, ont amené dans ce monde qui est un monde un petit peu challenging, mais extrêmement passionnant. Et je crois que si nous, Français, nous sommes agiles pour le faire, avec le support d'un État extrêmement bienveillant, une agence comme la nôtre, Business France, de près de 1500 personnes présentes dans plus de 120 pays, dont 2/3 du staff est à l'extérieur, je crois qu'on peut gagner la bataille de l'export et tirer au mieux parti de ce réseau exceptionnel que sont les conseillers du commerce extérieur de la France. Eh bien, on va parler de tout ça et de voir comment nous pouvons gagner cette bataille de l'export. Ces nouveaux paradigmes, le groupe Fnac Darty les a bien intégrés, n'est-ce pas, Enrique Martinez, puisque le groupe il est présent dans 12 pays, plus de 900 magasins dans le monde, troisième acteur e-commerce en France, 7,4 milliards de chiffre d'affaires, dont un tiers sur le web et 44 millions de visiteurs uniques cumulés en moyenne par mois en France sur Internet. Alors, comment votre enseigne passe de l'expérience magasin très forte à l'expérience web, Enrique Martinez? Bon, d'abord, c'est un défi fantastique parce que c'est une opportunité unique de pouvoir transporter un concept qui a plus de 60 ans, qui a plus de 40 millions de clients en France, dans un nouvel univers, ce qui nous donne des opportunités encore plus importantes parce que c'est un univers qui est presque infini par définition. On peut encore avoir plus de clients en France et aussi dans de nombreux pays. Donc, notre pari, c'est, comme l'a dit Pascal, il y a une énorme concentration dans ces marchés d'Internet dans le monde. Et nous pensons que nous, acteurs français, nous avons une place, et particulièrement celle du commerce spécialisé, pour continuer à être à côté des Français, même dans le monde digital. Et ça, c'est un pari fantastique. Le Covid, il a accéléré ça. Nous, chez nous, on considère que le Covid a accéléré au minimum 5 ans de transformation digitale pour les sociétés. Et ça, je pense, on n'est pas encore sorti de Covid, de cette épidémie, mais on voit bien que ce sont des évolutions pour lesquelles on ne reviendra pas en arrière. Donc les consommateurs, ils ont accéléré sa transformation digitale. Ils continuent à avoir des comportements hybrides entre le digital et les magasins, mais l'éducation digitale, elle est là, elle est pour rester. Donc à nous, commerçants, de profiter de cette opportunité et transformer dans un défi, je dirais, d'une génération, de transformer des modèles économiques d'une centaine d'années à des modèles économiques du futur, ou, et je pense très profondément, pour l'intérêt de nos citoyens, éviter des concentrations massives sur la main de très peu d'acteurs, peu importe s'ils sont internationaux ou pas, mais très peu d'acteurs, ils ne garantissent pas dans le futur un bon modèle équilibré pour les consommateurs et pour les clients. Merci beaucoup. Enrique, je vois que David va vous opiner du chef, comme on dit. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais un élément, c'est le timing de notre table ronde. Je suis sûr que toutes les autres tables rondes sont très intéressantes, mais c'est la nôtre qui a le meilleur timing. Ouais. Tout simplement parce qu'on sort du Covid. Et pour moi, c'est la plus grande crise que j'ai vécue depuis que je suis né. Et forcément, il doit y avoir un message quand il y a une crise aussi forte. Et le message, il doit tenir en une phrase. Et pour moi, ce message, c'est un message pour tous les CCE. Nous passons d'un monde de 700 millions de privilégiés d'occidentaux, américains et européens, c'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à présent, à une planète de 7 à 8 milliards d'habitants. On a eu le message avec la crise de 2008, elle était financière, mais on s'est dit si on remet de la dette, ça va être bon. Là, elle est sanitaire. Donc on est tous touchés, qu'on soit brésilien, français, allemand, chinois, américain, qu'on soit milliardaire ou pauvre, on est tous touchés. Donc on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et la seule solution pour un monde qui fait x10, c'est exactement ce qu'a dit Enrique, c'est la digitalisation. Et donc moi qui vis à Hong Kong, ce qui me fascine, c'est qu'on se disait, finalement, il y a eu des comportements digitaux pendant la crise qui vont disparaître quand le Covid disparaît. Ouais. Eh bien pas du tout. Et l'e-commerce en Chine, c'est 30% de pénétration. On pensait, nous investisseurs, on disait ça va plafonner à 20-25%. En fait, on est à 30%. Ça continue d'accélérer. Et c'est tout simplement parce qu'on invente de nouveaux business models. Quand vous êtes en Chine, vous ne parlez plus d'e-commerce. Vous sous-segmentez en fonction des expériences. Et donc, on parle de social commerce. C'est là où je suis désolé pour ceux qui nous écoutent des États-Unis, mais vous êtes en retard. Parce que vous êtes encore, mais oui, parce que vous êtes encore en train d'essayer de passer du website de la marque chez Amazon, que Pascal a mentionné. Nous, on est déjà passé de la marketplace au réseau social. C'est ce qu'on appelle le social commerce. Et on a créé une nouvelle expérience, l'expérience de shopping divertissante. On a réussi, grâce au live streaming, à la mettre en ligne.
C'est ça, c'est le nouveau téléachat, si je puis dire. mais téléachat digital. C'est beaucoup, beaucoup plus fun parce que vous y allez, vous passez l'après-midi et samedi après-midi avec toutes vos copines depuis chez vous. C'est comme si vous alliez chez Unima, il y a 200, et en plus, c'est pas seulement 20, mais vous pouvez être 200, 2000. Donc ça, c'est la partie divertissement. Et puis l'autre partie qu'on voit se développer depuis la crise du Covid, c'est ce qu'on appelle le community group buying, donc l'achat groupé. Ce que Groupon avait essayé de faire chez nous, mais ça n'a pas marché. Et on le voit se développer dans la distribution alimentaire, où on se met à plusieurs et on a un repeat business. Et donc, la distribution alimentaire en ligne en Chine a beaucoup plus de chances d'être rentable que sous nos latitudes, à cause de la densité de population. Donc, vous voyez, arrêtons de parler d'e-commerce, parce qu'en Chine, c'est plus le débat. On sait de toute façon qu'on y a droit, et il faut qu'on sous-segmente et qu'on comprenne les différents comportements que les gens vont avoir en ligne. Alors, le regroupement des produits alimentaires, forcément, ça fait écho à votre plateforme, Mathieu Borgé, foodgates.com, qui a été fondée au sein du groupe Asie, spécialisé en supply chain dans l'importation des produits alimentaires français en Chine. Ça fait 10 ans déjà. La plateforme, elle est plus récente. Elle a quel âge ? De novembre. De novembre, donc félicitations, c'est un nouveau bébé. Ouais. Le bébé se porte bien ? Le bébé se porte très bien. Ouais. Comme tous les participants l'ont dit, le Covid, pour nous, a été une opportunité, puisqu'en fait, nous avons eu une accélération du fait de la digitalisation. Et concernant spécifiquement notre plateforme, donc, qui propose des produits français d'excellence, du vin, du bœuf, des huîtres, en B2B, à des clients supermarchés, restaurants et hôtels en Chine, eh bien, en fait... on constate, et j'imagine que ça peut être la même chose aux États-Unis, mais que les Chinois, quand ils étaient confinés comme les Français chez eux, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont regardé la télé, ils ont regardé plutôt leur téléphone et ils ont fait la cuisine. Et on remarque que les Chinois, qui étaient des gens qui avaient plutôt l'habitude de sortir pour aller au restaurant quand ils avaient certains moyens, ont redécouvert ce goût de faire la cuisine, et c'est pour ça que pour nos beaux produits français en l'occurrence, j'imagine comme aux États-Unis, il y a des choses très intéressantes à faire, et le digital nous aide vraiment. Je crois que vous faites allusion à ce fameux bœuf limousin Label Rouge qui s'est retrouvé sur la table des présidents et dont on a effectivement beaucoup parlé. Merci de le rappeler. Donc oui, on a eu la chance que le président Macron, en novembre 2019, dans le cadre du CE à Shanghai, ait la bonne idée de faire déguster au président chinois Xi Jinping du bœuf, parmi lequel il y avait le bœuf du Limousin Label Rouge que nous importons en Chine, avec une solution de blockchain, de traçabilité en ligne, que nous pourrons en parler tout à l'heure avec David. La blockchain est un vrai sujet sur le digital aussi. Et effectivement, nous pensons qu'il y a vraiment, pour les produits français qui ont une aura extraordinaire en termes de gastronomie, eh bien, cette traçabilité et ce digital rapprochent les pays. Puis ce qui est intéressant, c'est aussi dans ce business model, c'est qu'en fait, vous pouvez regrouper plusieurs petits producteurs d'excellence, d'exception. Imaginons qu'on veuille faire livrer des croissants en Chine, c'est ça ? Tout à fait. Comment ça se passe ? Tout à fait. C'est sur le même principe que Pinduoduo dont parlait David, sur le nouveau Groupon asiatique. Donc plutôt que de devoir exporter un container complet du même produit, eh bien, nous proposons des solutions à la palette qui permettent de mutualiser, et finalement un restaurant à Shenzhen ou un hôtel à Qingdao peut commander sa palette, nous regroupons et nous l'expédions en Chine. Ça veut dire, David Bavrez, que la French Touch a toujours à la cote en Chine, ou au contraire, est-ce qu'il faut s'adapter au modèle chinois ? Comment ça marche ? C'est pas seulement la French Touch, c'est la French Tech aussi. C'est ça. Tech. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est à quel point, au-delà de nous qui faisons du business, cette digitalisation qui s'accélère, c'est la redécouverte du client. Et je vais vous donner un exemple concret, vous allez comprendre qu'il n'y a rien à voir avec le business. Est-ce que si vous avez un enfant de 10-15 ans... Il est un peu plus âgé, mais... Ouais. Moi, j'ai un filleul de 12 ans que j'ai vu le week-end dernier. Je lui ai dit, l'école, ça a dû être horrible depuis un an. Je ne l'avais pas vu depuis un an. Et il m'a dit, c'était génial. C'était absolument génial parce que... Il a bien vécu. La prof, elle est complètement nulle, elle ne comprend rien. À Zoom, elle n'a pas compris qu'elle pouvait avoir les boutons contrôle. Donc, dès qu'elle nous embête, on la zoom out. Mais non. Et puis elle revient. Le pouvoir. Et puis elle revient quand elle n'est pas intéressante, on coupe la caméra. Et puis ensuite on la mute. Ouais. Et mon filleul de 12 ans a pris le pouvoir.
Et donc, mon rêve, ça a toujours été, quand j'étais élève, de virer les mauvais profs. Ensuite, quand j'étais parent d'élèves, de virer les mauvais profs. Et là, mon filleul de 12 ans, pour la première fois, grâce à la digitalisation, peut le faire. Donc, dans tout un tas de domaines, et là, je ne parle pas seulement du commerce, mais dans la finance, dans la santé, dans l'éducation, dans la nutrition, la digitalisation, c'est quoi ? En fait, c'est le retour du client. Et donc, ceux d'entre nous qui répondent bien aux attentes du client vont voir leur business exploser à la hausse, et au contraire, les mauvais concurrents vont disparaître. Donc je m'attends à une disparité dans les performances des entreprises post-Covid très importante. Pascal Canine, réaction sur ce que vient de dire David Bavrez, une disparité importante. J'aimerais 2 commentaires peut-être. Je ne suis pas certain qu'il faille virer trop de profs, mon cher David. Ce doit au contraire devenir les prochains hussards de notre République et faire en sorte qu'au-delà de rentrer dans le Shanghai ranking qui fait qu'aujourd'hui, pour la première fois, il faut le saluer, en 10 ou 20 ans, nous avons Paris-Saclay qui est rentré dans le top 10, mais aussi surtout sur les maths, on a PSL, Paris-Sorbonne et Paris-Saclay avec Princeton dans les top 3. Donc on se régale ça, qu'on fasse en sorte que nos profs puissent mieux former qui ? Eh bien, cette génération qui, comme tu le disais très vite et très bien, comme toujours, doit épouser le social commerce. Et pour illustrer le propos de David, c'est qu'effectivement, le propos n'est même plus de parler de Amazon. S'il y a un univers où les Chinois sont bien devant, c'est ce qu'on appelle le retail social commerce, c'est-à-dire tout produit ou service qui sont commandés par des réseaux sociaux du type Facebook, Marketplace, Instagram Checkout, WeChat Mini Programme, Line Shopping et autres. Et là, juste pour montrer combien les États-Unis sont derrière, et nous plus encore, on est dans un ratio de 1 à 10. On parle, si les chiffres de e-marketers sont justes, de 10 milliards de chiffres pour les US et de 242 milliards pour la Chine. Et quand on voit le ratio de l'Europe par rapport aux États-Unis, on est nous-mêmes à un ratio de 1 à 5. Donc on est à des années-lumière de cela. Donc le conseil à nos amis qui veulent exporter, à nos conseillers du commerce extérieur, c'est de bypasser tout de suite l'étape américaine, si je puis dire, qui pourtant a été le modèle dominant. Et vous parlez à quelqu'un qui a été au cœur de ce modèle-là des GAFAMs pendant plus de 15 ans, et tout de suite embrasser, comprendre ce que font nos amis chinois. Donc jouer avec les mêmes règles du jeu. Donc non seulement il faut que tous les marchands français prennent une vraie emprise sur le Amazon américain, européen et global, aillent très vite sur le Lazada, Alibaba étranger et trouvent les verticaux qui sont importants. S'ils font ça, il faut qu'ils soient formés. C'est le rôle de l'agence que je préside. S'ils font cela, il faut qu'ils changent un petit peu leur réservoir de talent pour le faire. Donc voilà un petit peu ce que m'éveille, ou du moins l'urgence qu'il y a à tirer parti de cette révolution. Et nous, Français, j'aimerais juste vous le rappeler, pour un petit cocorico quand même, on est entre nous aujourd'hui, on a un vrai savoir-faire sur les places de marché. Je rappelle que dans notre quête de la French Tech et d'avoir de vraies licornes qui sont créateurs de jobs, on n'est quand même pas très mauvais. On a Miracle, qui est une des grandes sociétés, Content Square, qui est aujourd'hui, avec le dernier investissement fait par Vision Fund, reconnu comme un savoir-faire particulier. Et partout dans les grandes sociétés qui sont sur l'e-commerce, le savoir-faire des ingénieurs français en matière de logiciels, de création de ces paradigmes en matière d'intelligence artificielle est reconnu. Donc, soyons fiers de nos compétences, tirons-en parti, mais embrassons la révolution dont parlait David, Enrique, mieux que moi tout à l'heure. Merci Pascal. Pascal, David, vous évoquiez ce côté entertainment des Chinois. On sait le faire ça aussi en France ? Ah mais bien évidemment, et on sait le faire entre Chinois et Français. Regardez la société Ubisoft qui fait les jeux vidéo, Tencent a pris une participation de 10%. Donc nous, on a le contenu et les Chinois ont le réseau de distribution. Bien évidemment qu'on peut travailler ensemble. Mais je vais vous donner un exemple peut-être concret pour vous dire la difficulté aussi que j'ai à comprendre ce qui se passe. La semaine dernière, une marque de luxe a mis pendant 2 heures son sac virtuel en vente. Le sac en réel, il vaut $4 000 US. Ouais. Ils l'ont mis en vente pour $200. Limité pendant un nombre limité pendant 2 heures. Ouais. Aujourd'hui, les sacs virtuels valent plus cher que les sacs réels.
Donc, vous voyez que quand on vous dit qu'il y a une révolution digitale, elle est pas seulement dans l'acte d'achat, elle est dans les jeunes Chinois et les jeunes Chinoises vont avoir une vie hybride faite de réel et de virtuel. Et pour vous donner une idée, je vois Enrique qui a du mal à suivre parce qu'il se dit mais qu'est-ce que ça veut dire pour tout le divertissement? Non, je vous suis très bien. Enrique, moi j'ai des questions à vous poser Oui, sur non, le entertainment et live stream. Je lisais une note de banque d'affaires la semaine dernière. On interroge les jeunes Chinoises et Chinois à la sortie Covid en disant où est-ce que vous voulez dépenser votre argent, parce qu'ils ont pas mal économisé pendant un an. Et ils disent je veux améliorer mon statut sur les réseaux sociaux. Donc mon statut virtuel devient plus important que mon statut réel. Donc Enrique, vous qui êtes un retailer, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, c'est vrai que pendant des années, on a regardé plutôt à l'ouest pour trouver des références et on a oublié que c'est dans l'est qu'il y avait énormément d'innovation sur le monde digital. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, des grands groupes qui ont innové et qui font les énormes succès dans les mondes du digital, des infrastructures, des softwares, sont en Chine. Et évidemment, ce sujet du live shopping, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que ça fait en fait une chose qui pour l'instant on n'avait pas réussi, c'est arrêter de considérer l'Internet, la vente Internet est juste comme une vente par catalogue améliorée et essayer de transposer une partie de l'expérience du commerce qui fait partie énormément de l'importance pour les clients. Le client, il ne vient pas seulement dans les boutiques ou il ne vient pas dans les boutiques seulement pour porter un produit, pour acheter un bien. C'était aussi pour avoir une expérience, un contact, un enrichissement personnel, passer du temps. Et ça, les mondes de l'Internet, il faut les reconnaître, il les fait globalement assez mal, la partie transactionnelle. Il y a un monde qui a pris la main, notamment tous les sites, les réseaux sociaux, et tous les sites et contenus. Mais les e-commerçants, ils se sont concentrés pour être très bons, très efficaces dans les côtés transactionnels. Quelque part, on a copié les meilleurs, c'était Amazon, qui est les plus grands. Il a mis d'énormes moyens pour que l'expérience client, ce qu'on appelle les UX, soit très rapide, paiement dans un clic, livraison très rapide, communication très efficace. Mais dans nos vies quotidiennes, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les plaisirs, il y a aussi l'expérience, les partages. Et ça, j'ai trouvé hyper intéressant comme concept pour remettre à nouveau cette expérience dans le monde digital. Surtout parce que ça va devenir à terme les plus grands, les channels qui vont dominer les marchés du commerce. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas, on est à moins de 20%, donc, mais on s'est projeté dans le futur, surtout pour quelques générations. Les e-commerce, c'est déjà les canaux principaux des consommations, donc il faut absolument qu'on l'intègre. Après, est-ce qu'il faut absolument qu'on copie à la lettre? Est-ce que c'est fait en Chine? Est-ce que culturellement, tout le monde a bien fait exactement la même chose? J'ai une petite réserve, c'est pour ça que j'ai hoché la tête, parce que si vous posez la question aux jeunes Français, qu'est-ce qu'ils attendent à la sortie de Covid, c'est aller en terrasse et rencontrer ses potes. Exactement. C'est pas exactement la même chose. Ça. Donc il ne faut pas sous-estimer que c'est pas un modèle américain qui s'est imposé totalement dans l'Europe, quoique ils sont fait quand même pas mal. C'est pas non plus, on va passer à dire qu'on va tous avoir les mêmes valeurs et les mêmes cultures que les Asiatiques. Il faut apprendre le mieux de chaque culture. Mais je suis pour garder une identité très forte de la culture européenne. C'est ça. Don't imitate, innovate. Mathieu Borgé. Oui, tout à fait. Enrique, je pense qu'il y a évidemment un intermédiaire entre le téléachat de Pierre Bellemare, qu'on a tous connu, et même Home Shopping, QVC aux États-Unis, et ces influenceurs chinois où les influenceurs chattent en live et prennent des commandes en direct. Donc c'est certain qu'on va trouver notre identité. C'est le sens de l'histoire. Nous voyons, il y a eu des exemples dans l'agroalimentaire français assez intéressants. Il y a un domaine dans le Bordelais, en 2018, qui a fait venir des influenceurs chinois en France pour faire du live streaming de produits français vers la Chine, parce que c'est aussi un moyen de faire voyager les gens. Je crois que le Louvre et des grands musées font aussi des voyages organisés avec du digital. Et donc ce domaine bordelais a vendu 400 000 bouteilles de vin en 18 minutes. Waouh! Ça Qui fait peut rêver. faire mieux? Ça fait rêver. Je pense que nous, Français, on a des très belles régions, on a des belles choses à montrer. Il y aura des choses à en tirer, mais du live streaming franco-français pour les Français, oui, le modèle reste à inventer, c'est certain.
Merci beaucoup, Mathieu. Pascal Cagny, je pense que vous connaissez la plateforme de Mathieu Borget. C'est un exemple inspirant. Et ce que je voulais dire, c'est que toutes les entreprises françaises ne sont pas des multinationales, qu'elles ont besoin d'être accompagnées dans cette transformation. C'est votre rôle aussi? Alors, très clairement, c'est ce pourquoi l'agence qui est la nôtre a en fait bâti 3 vitrines pour donner un petit peu de choses très concrètes. 3 vitrines qui sont qu'aujourd'hui, on peut dire, et on est en train de comprendre que sur, par exemple, je reviens sur mes vins et spiritueux, nous avons, au bout d'une année et demie, près de 3200 entreprises, 25 379 produits et 4 924 acheteurs étrangers inscrits, avec plus de 750 prises de contact. Donc, en gros, ce qui se faisait de manière présentielle hier, dans ces 150 salons qui nous coûtaient un peu d'argent, beaucoup d'efforts, avec d'ailleurs beaucoup de transport à la clé, aujourd'hui, finalement, on le matérialise. Alors pourquoi? Parce qu'une fois encore, la tech, si elle ne domine pas tout, elle rend les choses possibles. Et l'explosion du haut débit, l'arrivée du 5G, la qualité de ce que vous faites en images 3D ou en virtualité, en réalité augmentée, vous permet de mettre devant vos clients beaucoup plus et de meilleure façon les produits et d'entamer en fait l'acte d'achat. Et donc, ces e-vitrines, c'est donc un succès. On a prototypé cela avec les vins et on est en train, jour après jour, dans les mois à venir, de déployer cela. Au-delà de ces moyens, sur le segment propre des marchés, vous avez des solutions online. On parle de boîtes de sociétés comme Swapcard, Livestorm Open. Et puis, on a aussi maintenant des partenariats avec des plateformes qu'on dit verticales, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à un vertical, comme dans le textile avec Joor, J-O-O-R ou New Order. Tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'il s'agit maintenant de se substituer ou compléter sans doute le présentiel avec des solutions digitales. Et le moment de l'histoire est prêt. Et quand vous me posiez la question de savoir si le tissu de nos PME et nos ETI est prêt, là encore, pour faire ce qu'a fait Net-à-Porter Farfetch dans l'univers de la mode il y a 10-15 ans, vous travaillez sur les technologies qui étaient existantes il y a 20 ans. Aujourd'hui, le rapid prototyping, la possibilité d'avoir de l'open source, la grande idée de ce qu'on appelle, c'est un terme savant qui ne veut pas dire grand-chose, mais des microservices où on va chercher des produits là où ils sont les meilleurs, fait que la barrière d'entrée pour des PME qui ont peu de moyens est plus forte. Et donc nous, ce qu'on va faire en tant que pays, c'est faire en sorte que l'on forme les gens, que l'on crée un tissu de sociétés de services à même de rendre sur la dynamique et que, à supposer que ça serve à quelque chose, nous ayons les plans de relance ou surtout les incitations fiscales qui conduisent à faire en sorte que ces PME tirent parti de cela. Si on fait tout ça, on va pouvoir adresser ce qui est quand même une tare française, un vrai déficit commercial, alors même que nous bénéficions de grands projets via le Rafale, mais aussi l'aérospatial, l'automobile. Regardez les Italiens. Ils sont un pays d'un PIB qui est 20%, 25% inférieur au nôtre. Et pourtant, eux, ils ont un PIB ou un excédent commercial de 40 milliards comparé aux 60 milliards qui sont les nôtres. Donc, je crois qu'on fait beaucoup de choses, très bien. On accueille parfaitement bien les investisseurs étrangers. Et bientôt, on va publier encore, EY va publier cela, c'est le 7 juin, et qui va démontrer que la France réussit toujours et encore très bien sur ce sujet-là. Mais ce qu'il faut, c'est se rendre compte qu'on a encore des années-lumière de ce qui est en jeu. Donc, prenons cette bataille, ce challenge. Je ne sais pas si on arrivera, mon cher David, là où est la Chine aujourd'hui, mais il suffit qu'on réduise un petit peu le gap et rien que ça amènera beaucoup de travail et beaucoup d'emplois sur le territoire français. Alors, David ? Non, on va pas devenir chinois. Comme disait Enrique, il y a quand même 2 spécificités chinoises. 1, la politique de l'enfant unique, et 2, une densité de population unique au monde qui fait qu'on ne va pas devenir chinois. Par contre, moi, ce qui me frappe, c'est dans les moyens qu'on met autour du commerce, c'est la règle du 15-85. C'est-à-dire qu'on disait historiquement, l'e-commerce, c'est seulement 15%. Donc, on oubliait que l'expérience en ligne était 85% de l'expérience totale du client. Donc vos moyens marketing et commerciaux, il ne faut pas dire c'est seulement l'e-commerce c'est 15 à 20%, donc je mets que 15 à 20% parce que l'expérience client, elle est de 85%. Et Pascal mentionnait la 5G. Moi qui vis en Asie, ce qui me frappe dans votre univers, celui des médias, l'énorme différence que je vois aujourd'hui entre l'Asie
et l'Occident, c'est que le média ne se conçoit plus que comme interactif. C'est-à-dire que pensez au product placement, ce qu'on a fait historiquement. Historiquement, on mettait le produit, on le mettait dans le film de James Bond. Aujourd'hui, les sacs à main que je vous ai mentionnés, ils sont dans un jeu vidéo. Ouais. Donc la Pay TV, c'est un marché de 300 milliards de dollars dans le monde. Les jeux vidéo, c'est 150 milliards. Et moi, je parie, compte tenu de ce que je vois en Asie, que les deux vont s'inverser. Et je serais plus prêt à faire de la pub aujourd'hui pour mes produits dans un jeu vidéo avec l'interactivité plutôt que dans un film. Couch Potato, c'est ma génération, c'est pas celle des 15-20 ans. Je comprends. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à nos intervenants, soit le faire par la plateforme dédiée en nous écrivant un commentaire, une question ou en interagissant avec nous en direct via Zoom. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton lever la main et on prendra contact avec vous. Voilà, on attend bien sûr toutes vos commentaires et vos réactions. Je voudrais qu'on revienne sur les marketplaces avec vous, Enrique Martinez. Fnac et Darty, c'est 18 millions d'offres actives, c'est bien ça. Comment vous vous organisez justement comment votre groupe, votre réseau s'organise? D'abord, et Pascal l'a dit très bien, on a d'être fiers parce que Miracle, c'est une société française. Les fondateurs étaient des collaborateurs de la Fnac qui ont lancé la marketplace du groupe il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une des plus belles histoires des technologies, des commerces et d'intelligence au service des commerçants dans les mondes. Et nous sommes encore les plus grands clients et on est très fiers de les accompagner. Donc la marketplace, pour nous, ça a été un défi énorme de diversification, d'élargissement du catalogue. Les e-commerce pour les groupes est une trentaine de %. Mais les marketplaces, c'est une opportunité d'élargir nos champs d'action avec un faible investissement et une opportunité importante de diversification. On a 18 millions d'offres, on a un peu plus de 4000 vendeurs. Et ce qui est très important, et je pense que ça peut intéresser aux personnes qui nous écoutent, c'est que nous avons la même marketplace dans différents pays et nous proposons, et d'ailleurs nous accompagnons quelques PME françaises à découvrir de nouveaux pays grâce à nos plateformes. Donc, vous avez des vendeurs, par exemple, des vélos électriques françaises qui, grâce à Fnac Darty, ont exporté ces catalogues à Fnac en Espagne, ou à Fnac au Portugal, ou en Belgique, aussi pour les produits, les bricolages. Ça, c'est une opportunité. Et je pense qu'aujourd'hui, l'importance de ces mondes du marketplace qui s'ouvrent, c'est les reflets d'une évidence, c'est que les e-commerce est extrêmement concentré. Dans les futurs, il y a très peu de plateformes, très peu d'autoroutes qui vont concentrer les plus larges nombres du trafic. Et au centre de ces autoroutes, et ça va être difficile et cher à rentrer, mais une fois que vous êtes dedans, vous avez accès à des services, à un trafic très qualifié, à la visibilité. Donc il faut vraiment prendre cette opportunité, surtout pour les petites sociétés et celles qui sont même un peu plus grandes, comme une opportunité à faible coût de rentrer dans ces mondes digital et pouvoir conquérir de nouveaux clients d'une manière très importante. Pour ce faire, il faut quand même faire attention à la qualité, à la capacité à gérer les volumes, à accompagner les clients. Nous sommes par exemple très exigeants sur les retours de qualité de nos clients dans la marketplace, de la même manière que nous sommes pour nos clients propres. Mais on voit émerger tout un écosystème des commerçants dédiés à la marketplace, de la même manière que, comme pendant le Covid, il y a énormément de restaurants qui ont apparu juste pour vendre dans les plateformes de livraison à domicile, ce qu'on appelle des black stores, donc des boutiques qui sont des restaurants qui ne sont pas ouverts au public et qui sont ouverts pour vendre dans les plateformes type Deliveroo ou Uber Eats. On est en train de voir des e-commerçants qui sont spécifiquement en train de se créer pour vendre dans les marketplaces. Ça, c'est hyper intéressant. Et ça, surtout quand vous voyez que la maturité des marketplaces n'est pas du tout la même dans tous les pays au monde. La France n'est pas les premiers, mais n'est pas les derniers. Si vous êtes dans des pays où cette activité ne s'est pas encore déployée, je pense que c'est une énorme opportunité qui va se présenter à vous dans les prochaines 5 ans. Est-ce que ces marketplaces spécialisés, là je m'adresse à tous, comme Mano Mano, en fait c'est l'avenir pour un petit peu casser la puissance d'Amazon? Qui veut répondre? Qui a une idée? Peut-être que ma question n'est pas très pertinente. Pascal Cagny. Sur un phénomène très fort aujourd'hui, quand vous faites l'investissement dans la tech, on a ce qu'on appelle le concept du FBA, c'est-à-dire Fulfillment by Amazon. Rappelez-vous les 1000 nouveaux marchands dont je vous parlais. Et
très vite, des financiers brillants, intelligents, et il faut les suivre le plus souvent, se sont dit que peut-être on allait, à la faveur de l'intelligence que nous offre sur ces places de marché, savoir qui sont les plus brillants de ces 1000 marchands. Et il y a un énorme phénomène, notamment par des gens comme SellerX, Eros, Branded ou Treos, où en gros, ils sont en train d'agréger ces marchands, les financer et ensuite essayer d'extraire, en mutualisant les ressources, de la profitabilité. Et la beauté, c'est qu'on a deux façons de voir les régulations de grandes places de marché ou des GAFAM. C'est le faire avec ce qu'on essaie de faire en Europe, une réglementation top-down qui viendrait de l'État. Mais imaginez que Amazon n'ait plus affaire à 365 000 petits marchands qui viennent, mais tout d'un coup à des groupes coalidés ensemble qui représentent non plus un centième, mais demain un dixième, voire plus du chiffre d'affaires. Et donc, cette équilibration à l'intérieur de la plateforme, et je pense, est extrêmement prometteuse. Et il nous faut, nous, Français, qui aujourd'hui sommes sous-représentés, on écrit que 11 000 PME françaises essayent de vendre et d'exporter en ligne sur Amazon. Mais on parle encore de simplement 7,3% simplement du chiffre qui est en lien. Donc, on est encore à des années-lumière. Donc, je pense qu'il faille faire, c'est encourager, former, éduquer, préparer, financer tous nos PME, apprendre réellement ces plateformes et faire tout de suite le passage sur le social commerce dont parlait David fort bien devant. Ne pas oublier, pour mon ami Enrique, que bien sûr le brick mortar, le multichannel est la seule vraie solution d'avenir, que demain on aura encore des salons présidentiels, mais qu'on soit simplement dans le lead. C'est-à-dire qu'on peut gagner pour faire cela. Et là, c'est vraiment le rôle d'une agence comme les nôtres, mais aussi surtout des PME qui doivent être un petit peu plus en phase avec ce qu'elles doivent faire. Voilà un petit peu un conseil, et Dieu sait si j'ai horreur de donner des conseils, mais je crois l'observation de ce qui se passe sur ce marché passionnant. C'est un conseil pertinent, n'est-ce pas, David Bavrez? Pascal mentionnait Farfetch. Ouais. C'est un exemple typique. Voilà une verticale, les produits de luxe, où une marketplace s'est imposée face à Amazon. Les marques de luxe ne veulent pas être sur Amazon. Donc, le succès des marketplaces, c'est toujours le même. Ça ne vient pas de la demande, contrairement à ce qu'on croit, mais ça vient du supply. Si vous avez le bon supply, il y aura de toute façon la demande. Donc, il faut toujours raisonner, quand on regarde une marketplace, quelles sont les barrières à l'entrée de ma marketplace au supply, ce qui fait que je vais gagner face aux autres. Et donc, l'élément clé, c'est qu'est-ce que j'offre que Amazon ne peut pas offrir. Mathieu, oui, j'aimerais avoir votre réaction, parce qu'on parle beaucoup de vous. Oui, évidemment. Et ce qu'on voit en Chine aussi, c'est qu'il y a des pays qui prennent sous leur bannière, qui ouvrent des boutiques pays. L'Italie, le Chili sont très forts là-dedans pour promouvoir leur marque. Je sais qu'en France, on pousse le Taste France à l'international et je pense que c'est une très bonne idée parce que nous travaillons donc beaucoup avec la Chine, mais quand on dit qu'on est français dans la gastronomie, dans la culture, dans l'art de vivre, etc., c'est une vraie marque à part entière. Encore faut-il peut-être rappeler à nos amis à l'international que LVMH ou L'Oréal sont des entreprises françaises et peut-être que ça nous aiderait aussi par effet de ruissellement sur les plus petites marques en dessous, mais on a une vraie belle marque France à développer encore plus à l'international, je pense. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi du recrutement des jeunes talents pour être en phase avec ces nouveaux consommateurs, ces jeunes femmes qui préfèrent avoir un sac virtuel à 10 000 $ dans un jeu vidéo plutôt que de l'avoir en vrai. Mais je voudrais juste qu'on prenne une question, sinon je pense qu'elle va être beaucoup trop tard pour y répondre. Elle est très simple et je pense que la réponse est claire, mais c'est Nicolas Buisser qui nous écrit. Merci Nicolas, merci de nous suivre, de Paris. Quid de l'empreinte carbone du commerce online versus le commerce traditionnel? Alors, qu'est-ce qui consomme le moins? Qui veut répondre? Alors, aucun de nous va répondre. Ce sont nos amis CCE de Schneider Electric qui vont répondre. Ah bien, ok. On va les interroger. S'ils sont là, vous pouvez réagir. Ils vont vous expliquer sans doute que le digital, c'est moins de 5% de toute la consommation d'énergie dans le monde. Et que quand ils implémentent leurs solutions par le digital, ils réduisent la consommation d'énergie jusqu'à 30%, moins 30%.
Donc, on a en tête que les data centers sont les plus gros pollueurs de la Terre. En réalité, si vous comparez ça à la totalité de la consommation énergétique dans le monde, c'est moins de 5% et ça permet des économies d'énergie incroyables. Donc, la digitalisation, ce n'est pas seulement pour le commerce et les marketplaces. Vous prenez un secteur comme, quand je disais tout à l'heure, éducation, etc., machin, qu'on avait à peine commencé, le secteur de l'énergie, vous regardez ce qui arrive aux sociétés pétrolières attaquées en bourse par leurs actionnaires dans les 15 derniers jours, ces gens-là ont à peine commencé la digitalisation. Donc c'est pour ça que, quand je vous dis qu'il y a un monde post-Covid qui est complètement différent, avec un mode de vie qu'il faut changer, c'est pour ça que... Il ne faudrait pas avoir nos âges, il faut avoir 20 ans aujourd'hui. C'est ça qui est absolument génial. C'est ça que vous dites. Il faut avoir 20 ans et c'est pour ça dans le cœur. C'est ça, pour ça qu'il faut que vous veniez à Hong Kong. Il faut vous venir en Chine parce que L'Oréal, la consommatrice de L'Oréal en Europe, elle a 45 ans. À Hong Kong, elle a 25 ans. En Asie et en Chine, l'argent est chez les jeunes. Parce que parents et grands-parents donnent l'argent aux jeunes. Chez nous, l'argent est chez les vieux. On garde. Et c'est pour ça qu'on est plus lent à l'épargne digital. Donc on va tous aller en Asie, à Hong Kong, vous suivre. Là, on va faire une délégation. Non, parce que je veux continuer pour aller à la mer, sur la plage. Donc... Mais naturellement, vous êtes la bienvenue. Merci, j'en prends note. Je suis ravie de cette invitation. Mathieu Borgé, vous souhaitiez réagir peut-être à cette question ou ce qu'on vient de dire? Oui, je donnais simplement un exemple. L'équipe à Shanghai était à un salon là au mois de fin avril qui s'appelle le Bakery Fair. Et moi, naïvement, je leur ai dit, sur le stand, vous allez pouvoir mettre des affiches pour faire la promotion de croissants et de chocolat à l'ancienne. À l'ancienne. Bien sûr. Ils nous ont dit, mais attends, t'es fou, on n'a plus le droit de mettre de papier, tout doit être digital. Les stands sont uniquement avec des présentations digitales. Plus de kakémono, plus de choses comme ça. Donc, le digital peut tout à fait répondre à des problématiques environnementales. Et le gros avantage que je vois aussi, c'est que le digital permet de quantifier précisément, ce qui n'est pas forcément le cas sur le offline. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse effectivement au recrutement de tous ces jeunes talents, qu'on en parle tous ensemble, Enrique Martinez, Pascal Cani, parce qu'il y a effectivement des choses à faire. Les consommateurs ont changé. Comment on recrute, par exemple, chez Fnac et Darty, ces jeunes talents? Comment on les attire? Bon, en plus, c'est un sujet d'actualité parce qu'avec les Covid, il faut qu'on mobilise tous les corps entrepreneuriaux français pour aider les jeunes, particulièrement dans ces générations Covid qui ont beaucoup de mal à rentrer au marché au travail. D'ailleurs, on a pu signer une plateforme avec une trentaine de sociétés pour s'engager sur des emplois de jeunes dès cet été pour les permettre les accès au travail. Après, honnêtement, dans ces mondes digital particulièrement, on est plutôt dans un marché qui est très pénurique. Donc, il y a un vrai sujet des formations et des compétences et d'accès à des compétences pour continuer à développer. On a, dans beaucoup de métiers, on parle de la marketplace, beaucoup de difficultés à engager des compétences techniques pour ces domaines de la marketplace et parfois ça freine des projets de développement. Donc, il y a un énorme pari à venir pour, si on y croit, ces transformations digitales, à faire accompagner des compétences de tout niveau, pas seulement des ingénieurs de haut niveau, mais celles aussi qui vont être les opérateurs de la transformation digitale, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des emplois qui sont très pénuriques. La société, ils font des efforts pour former et pour qualifier, mais ce n'est pas assez. Il faut s'intéresser à des formations professionnelles pour les jeunes qui vont rentrer dans ces domaines du digital. On a beaucoup parlé... Oh, pardon, je vous ai interrompu. Vous souhaitiez continuer, Enrique? Non. D'accord. On a beaucoup parlé tout au long de ces 3 jours de notre e-mondial CCE 2021 des jeunes et de l'avenir de cette jeunesse un petit peu compliquée en ce moment. Et effectivement, j'aimerais savoir comment Pascal Cani voit les choses, comment on peut aider toute cette jeune génération, 750 000 jeunes qui chaque année, en tout cas l'année dernière, c'était le cas, entrent sur le marché du travail. Ça fait du monde, il y a du potentiel, il y a des talents, il y a des métiers, des nouveaux métiers. Comment on les encourage? Comment on fait ça chez Business France, Pascal? Alors, je ne peux pas ne pas être dans cette table ronde et vous parler du programme VIE. Vous savez que le VIE, c'est ce que je pourrais résumer une sorte de Erasmus de l'entreprise. Les VIE, c'était jusqu'à il y a peu, avant la pandémie, près de 10 000, 12 000 entreprises. Et nous n'avons pas assez. Donc, c'est un vrai appel du cœur. Mais c'est important parce que ça permet de financer aussi l'agence que je préside et qui est dirigée par Christophe Lecourtier. Les VIE ont un rôle essentiel pour pouvoir aider et s'exporter à l'étranger. Ils sont essentiellement dans des grandes entreprises
Et je pense que les PME ETI françaises qui, j'espère, nous écoutent aujourd'hui, doivent mieux appréhender ce projet. En parallèle, ont été créés les VTE. Nous sommes les champions dans notre administration française des acronymes. Oh que oui. Ce sont les volontaires territoriaux en entreprise, sponsorisés par la BPI, où il s'agit là aussi de déplacer sur le territoire des jeunes sur cet univers-là. Donc, ce qu'il faut, c'est quand vous avez 23, 24, 25, 26, 27, 28 ans et que vous voulez être exposé à l'international, vous puissiez plus simplement être sur le paradigme de choix de hier qui était d'aller dans un CAC 40 à Veolia, et se demande très bien, mais que vous acceptiez aussi d'aller dans la PME, l'ETI qui est là à Cholet, à Saumur, proche de chez moi, dans mon Anjou presque natal dont je vous parle aujourd'hui, et qui puisse, à partir de là, amener ces millennials et changer la culture de l'entreprise. Si on fait ça et qu'on y rajoute les Panda Meetings, qui sont les premières initiatives faites dans le cadre du plan de relance, où il s'agit de mettre en place des business meetings entre des marques européennes, françaises, européennes et avec des Chinois, je crois qu'on a les 3 ingrédients qui est de joindre ces jeunes talents avec le tissu économique français. David Badvrez, une réaction ? Moi, je voulais proposer de copier les Chinois. Ils nous ont copiés pendant très longtemps. Donc on va faire la même chose. De copier ce qu'il y a de meilleur dans leur système. Très bonne idée. Au mois de novembre, vous savez, deux fois par an, le congrès du parti, c'est 2 000 à 3 000 personnes se réunissent pendant 3-4 jours. Ils sont enfermés, ils se tapent dessus. Puis à la fin, il y a des choses qui émergent. Au mois de novembre, la société NetEase, qui est le numéro 2 des jeux vidéo, le PDG est sorti et a dit il y a un nouveau langage chez les jeunes, les 10-15 ans, c'est le coding. Le coding. Et le coding, c'est la manière dont tout un tas de jeunes Chinois expriment leur créativité. Ça me permet de faire mes jeux vidéo, mais on voit bien que ça va permettre les logiciels, c'est le futur de la Chine. Donc, je mets en open platform des cours de coding gratuits qui sont disponibles à l'ensemble des Chinois. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire à tous les CCE qui nous écoutent, du CAC 40, du SBF 120, des ETI, votre responsabilité, votre RSE, aujourd'hui, à mon sens, votre responsabilité, elle va au-delà de votre business model. Parce que NetEase, apprendre le coding à l'ensemble de la Chine, ce n'est pas dans son business model. Mais donc, quand on dit qu'il faut former les gens, il y a de nouvelles... Donc, je ne sais pas si je suis L'Oréal, par exemple, pourquoi L'Oréal ne met pas en ligne, à disposition pour tout le monde, les meilleurs cours de marketing digital pour les jeunes français. Quand on est Schneider Electric et qu'on a une transition énergétique à faire, pourquoi Schneider Electric ne met pas en ligne gratuitement à l'ensemble des jeunes Français le savoir-faire pour trouver les solutions énergétiques? Et donc je pense que le message que j'ai aujourd'hui pour tous ceux qui nous écoutent, c'est réfléchissons au-delà même de notre business model. On me dit que les cours de maths aujourd'hui, on apprend en 4e, ce que moi j'apprenais en 5e. Oui. Bon, je ne sais pas si je suis, par exemple, si je suis Saint-Gobain, une société d'ingénierie qui ne cesse d'innover, pourquoi je ne mets pas des cours de maths en ligne gratuits pour l'ensemble des Français? Et pourquoi ça ne se fait pas, en fait? Il faut leur demander, c'est pas à moi. Moi, je vous donne l'idée. Moi, je croyais que vous aviez réponse à tout, David Badvrez. C'est ce qu'on m'a dit. Mais non, mais je suis allé piquer l'idée en Chine, je vous l'offre. Et maintenant, c'est à vous de la faire. Vous ne vont pas m'écouter, mais ils vont vous écouter. De toute façon, on a rendez-vous à Hong Kong dans très peu de temps. Je vais venir vous voir. On ira discuter avec tous ces gens-là avec grand plaisir. Mathieu Borgé, une réaction sur tout ce qu'on vient de dire? Il faut le faire en France, évidemment, mais je rêverais qu'on fasse aussi des cours de dégustation de vin français à l'attention des Chinois. Comment fabriquer des bonnes baguettes, et ça, Business France y participe aussi, à l'intention des petits Chinois ou des petits Américains, pour faire... alors, je fais beaucoup de cocorico aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a des vrais savoir-faire, un art de vivre qui peuvent être aussi déployés à l'international. Je voyais tout à l'heure la personne qui travaille au maquillage ici, qui me disait qu'elle, pendant le Covid, elle avait donné des cours de maquillage à des gens qui étaient à Shanghai, depuis la France. Donc j'imagine que L'Oréal doit déjà faire ça, mais il y a les maths, il y a aussi le maquillage et la bonne baguette française. Et la dégustation de vin, bien évidemment. Avec modération. Oui, toujours. Vous nous connaissez, hein, nous les Français. Dites-moi, mon cher Mathieu, ils ont quel âge vos producteurs de bœuf limousin, de croissants au beurre? Ça m'intéresse. Alors ils ont... Oui, qui sont-ils?
Alors, vous avez à la fois des petits producteurs, et je pense à un en particulier qui est un petit producteur d'huile de noix qui fait des choses absolument incroyables. Un jeune gars de 30 ans, Paul, si tu nous regardes, qui presse lui-même dans le moulin de ses parents son huile de noix alors qu'il a fait une école de commerce brillante, mais il a voulu retourner là-bas. Donc voilà, c'est l'antithèse de l'accélération digitale, mais il vend ses produits en digital. Et puis vous avez aussi des structures beaucoup plus grosses, comme par exemple les maîtres laitiers du Cotentin, un peu moins de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui sont une coopérative normande, qui travaille avec des éleveurs, avec des animaux qui, on l'a vu, sur le Mont-Saint-Michel, et qui font des produits, du lait notamment extraordinaire, que les Chinois adorent. Et il y a un vrai storytelling, et je pense qu'on va développer ce dont parlait David tout à l'heure et Pascal, c'est que, bah oui, montrons comment en France on travaille bien à l'international, avec de la vidéo et du digital, et il y a vraiment de belles choses à faire. Merci beaucoup, Mathieu. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour conclure ce premier débat. On attend bien sûr avec beaucoup d'impatience toutes vos questions, vos commentaires. Vous pouvez aussi interagir avec nous en direct, ça nous fera plaisir de voir bien sûr vos jolis visages où que vous soyez dans le monde. Une dizaine de minutes à 4, ça fait peu. Donc je vous propose déjà, peut-être si vous avez un message à faire passer à tous les CCE qui nous regardent aujourd'hui, que vous avez bien sûr évoqué, célébré. David Bavrez, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire, que vous n'avez pas encore dit sur cette thématique ? Avec le micro. Moi, je dirais, quand on vit à Hong Kong, le monde, l'armée américaine dit qu'il est VUCA. Il est volatile, uncertain, complexe et ambiguous. Donc, en fait, le problème qu'on a, ma génération, pour ceux qui sont nés avec qu'ont vu quand ils avaient 20 ans la chute du mur de Berlin, le problème, c'est qu'on a gagné, l'Occident a gagné. Le capitalisme a gagné, et donc je n'ai été que renforcé dans mes convictions, je n'ai jamais été défié dans mes convictions. Et donc, en fait, j'ai des certitudes. Ma génération est une génération de certitudes. Et le monde d'aujourd'hui, donc nos clients qui sont des 15-20 ans, ils viennent d'être enfermés pendant 1 an. Comment voulez-vous avoir des certitudes quand on vous a enfermé pendant 1 an ? Donc, ces gens savent qu'il faut construire un nouveau monde, et que ce monde, il ne va jamais être totalement noir, jamais totalement blanc, ça va être un monde de paradoxes. Et que donc intellectuellement, la difficulté que j'ai, moi, tous les jours, c'est de dire, quand j'observe la Chine et que je vois un data point qui me dit ils sont en faillite, et à l'inverse, ils sont numéro 1 mondial, comment je réconcilie les deux ? Donc il va falloir que nous acceptions, nous, une flexibilité, d'abandonner nos certitudes et de dire aidons notamment tous ces jeunes qui vont arriver avec toutes leurs questions, tous les paradoxes. Il faut qu'on accepte. Donc en fait, j'aimerais devenir une génération de paradoxes. Je crois que c'est possible, ça. Il y a moyen. Il va falloir que je travaille beaucoup parce que pour l'instant, j'ai des certitudes encore en tête. On va s'en occuper de vos certitudes. Enrique Martinez, casser ces certitudes pour aller vers plus de flexibilité. Ça vous parle? Vous êtes d'accord? Moi, ce qui m'inspire, transférer comme message, je pense que c'est, on se l'est dit, on vit un moment d'accélération forte. Le Covid, ça a été un marqueur important pour nos générations, probablement les plus importants qu'on a vécu, et j'espère que les plus difficiles qu'on a à vivre. Il faut qu'on tire des leçons. Je pense qu'on n'a pas encore traversé totalement la crise, donc il faut être humble, mais on commence à voir à quoi peut se rassembler ces mondes de demain. On sent très bien que ça a accéléré énormément des tendances qui étaient déjà un peu dans les fonds. La digitalisation, ce n'est pas nouveau, ça l'a accéléré. La conscience sociale, la responsabilité environnementale, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais ça l'a accéléré et ça concerne de plus en plus de monde. Donc moi, je pense que le message à faire, c'est trouvons notre place dans les mondes pour les nouvelles générations, dans ces mondes digital. C'est très important. On ne peut pas laisser qu'il y a deux pays qui dominent les mondes de demain. Il faut que l'Europe tout entière y trouve sa place pour maintenir ce savoir-faire, ce savoir-vivre qu'on aime autant dans ce monde digital. Et pour moi, il n'est pas incompatible.
C'est juste que pour l'instant, on n'a pas trouvé ni les régulations, ni la puissance, ni l'organisation économique de l'Europe pour avoir des champions européens qui permettent de porter ce type de modèles pour le futur. Et je pense que c'est très important. Et je pense que là, il y a tous les, comme Pascal il est très bien fait, il y a la mobilisation de tout l'écosystème, de tout l'argent public et privé pour faire possible la réussite des modèles économiques européens au sein du digital. Et je pense qu'un deuxième message, c'est qu'il faut qu'on profite de cet espace européen parce que c'est une vraie opportunité. Il faut que peut-être qu'on arrête de parler que des pays par pays, mais considérer l'Europe comme une plateforme magnifique pour tous les citoyens européens, pour toutes les sociétés européennes, et profiter de ces opportunités pour d'abord exporter le modèle en Europe et faire partie de la conquête de ces mondes de digital de demain. Alors, je pense que c'est des opportunités uniques, mais on a quand même la chance d'être dans les zones les plus riches du monde et des zones qui ont des ressources importantes à dégager pour réussir ces paris. Merci beaucoup, Enrique Martinez. Ben oui, faire partie de la conquête de ce monde digital. Mathieu, c'est le cas? Alors, deux choses, 5 minutes. D'abord, je voudrais dire merci au CCE. Bon, alors c'est un peu... Mais merci parce que ce sont des gens qui travaillent bénévolement partout dans le monde et ce sont nos premiers soldats. Et on a besoin de soldats en ce moment partout dans le monde. Donc, surtout continuer, prêcher la bonne parole, parler de la France et des beaux produits français comme vous le faites, ça nous aide beaucoup en France. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'Europe a une vraie carte à jouer. Notamment, nous, on le voit dans l'agroalimentaire sur la partie normative. C'est vrai qu'on a vraiment notre mot à dire et des choses à imposer. Qui mieux que les Français et les Européens pour parler justement de normes ou de standards agroalimentaires dans un monde où la sécurité alimentaire devient vraiment prégnant. Donc oui, on a des belles cartes à jouer, c'est certain. Merci beaucoup Mathieu. Avant de laisser le mot de la fin à Pascal Cani, j'aimerais juste qu'on prenne une question de Jacqueline. Jacqueline Roux, bonjour Jacqueline, j'espère que vous allez bien. Vous nous regardez forcément puisque vous nous écrivez. Une question rapidement, on peut y répondre. Jacqueline peut-être est-elle à la tête d'une petite entreprise, une PME, mais elle dit comment on trouve sa place dans tout ça? Bah oui, allez-y David. Jacqueline, vous avez un avantage extraordinaire, c'est que vous êtes petit et vous êtes agile. Imaginez que vous soyez le 440 quand il y a une révolution, vous seriez bien mal barré. Regardez l'Estonie, c'est le pays dont le gouvernement a le plus digitalisé ses services. Donc ne vous faites pas avoir par les consultants qui vous disent la digitalisation c'est une question de taille. Plus vous êtes petit, plus vous êtes agile, plus vous pouvez progresser plus rapidement que les autres. Donc bravo. La digitalisation, c'est une question de taille. Plus on est petit, plus on peut progresser. Voilà. C'est ça, j'ai compris. Je ne crois pas au big data, je crois au smart data. J'entends bien. Merci beaucoup, David Bavrez. Pascal Cani, je vous laisse le mot de la fin sur cette table ronde dédiée justement à ce nouveau monde digital, ces nouveaux enjeux qui attendent les entreprises françaises à l'international. C'est une vraie responsabilité parce qu'elle a été large et très riche. Mais peut-être que je ne vais pas prendre le cas de David, mais moi, je vais vous faire un ISC. C'est une chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Ce sont les influenceurs. Savez-vous qu'aujourd'hui, 1 milliard de personnes disent haut et fort avoir acheté quelque chose en digital, en e-commerce, parce qu'ils étaient influencés. Et évidemment, c'est un peu moins les Européens, c'est beaucoup de Brésiliens, d'Indiens et de Chinois. Donc peut-être que j'aimerais qu'on retienne de cette table ronde qu'il faut commencer à intéresser. On a eu deux points importants, le e-commerce social, et qu'on regarde un petit peu le rôle des influenceurs, qui peuvent être autre chose que notre cher Kim Kardashian, parce qu'il y a des influenceurs de grande qualité. C'est peut-être pour répondre à notre jeune femme patronne de PME, c'est la structure. Effectivement, il faut aller chercher la quête du Graal, c'est les talents, et chercher ces millennials qui, il y a 20 ans, jeune patron d'Apple, je parlais des digital natives. Je suis totalement obsolète. Aujourd'hui, il faut qu'on les mette dans les digital savvy. Et les digital savvy, ce sont les gens qui vivent, respirent à bord de cela. Et là, on vous a donné quelques pistes, et ça va de pair très, très, très vite et très bien avec la troisième grande idée qui est le C de code. Donc, I comme influenceur, S comme changer les structures, les challenger, et le C de code où il faut absolument embrasser la réduction du code. Je sais qu'on a un ministre
du numérique, Cédrico, qui s'y attache. Il faut qu'on fasse plus, qu'on forme plus. Et si on fait ça, moi qui ai la chance de vendre mon pays tous les jours aux investisseurs français et de plus en plus avec du succès, je crois qu'on aura un tissu PME et de TI française plus fort à l'export qui se battra contre ce déficit et qu'on créera les jobs dont on a manqué pendant près de 20 ans. Donc voilà le ISC de mon VULCA, mon cher David. David Barrette. Beaucoup plus excitant le tien que le mien. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci pour ces échanges passionnants. On aurait pu en parler encore pendant des heures, on est d'accord, mais on va se revoir à Hong Kong ou ailleurs, de toute façon, pour continuer bien sûr l'expérience et le débat. C'est la fin de cette première thématique consacrée aux échanges. Merci donc à Pascal Cagny, à Enrique Martinez, à David Bavret. Je rappelle votre dernier livre, Chine, Europe, le grand tournant, aux éditions Le Passeur, et à Mathieu Borgé. On va tout de suite, avant de passer à notre prochaine table ronde, célébrer le talent des CCE, juste après le jingle.